regardez, quand vous voyez ça. Ben, comment voulez-vous ne pas aimer, ne pas apprécier ça? C'est pas possible. Vous tombez amoureux avec des animaux comme ça. Regardez la dignité. Il nous offre toute la beauté, la puissance, la férocité du monde. Que venons-nous chercher auprès des éléphants, des fauves, des lémuriens, des singes ou des dauphins? Les émerveillements de l'enfance ou une complicité avec cette vie sauvage qui porte une part secrète de notre humanité. Pourtant, pour satisfaire notre curiosité, pour combler notre besoin d'évasion, est-il légitime de capturer, d'enfermer et de dresser ces créatures sauvages faites pour les grands espaces? Pour répondre à cette interrogation et comprendre le lien qui unit l'homme à l'animal, nous avons filmé dans les coulisses des parcs animaliers et du cirque tous ceux qui partagent avec passion le quotidien de ces animaux. Tipi est né et a grandi en Afrique. Ses parents, Sylvie et Alain, attachés de presse chez Cartier et directeurs artistiques de radio, avaient quitté Paris pour vivre leur rêve d'aventure. Ils sont rentrés en France depuis 2 ans. Jusqu'à l'âge de 8 ans, les seuls copains de Tipi ont été les animaux sauvages. Aujourd'hui, elle les retrouve au parc zoologique de Vincennes. Waouh, un bébé éléphant et un éléphant d'Asie. Ah, ce qu'ils sont beaux! Sa première rencontre, ça a été avec un énorme éléphant qui était près de notre camp au Botswana. Et elle est venue me chercher, elle était toute petite, elle avait à peine 2 ans. En me disant, maman, viens voir mon nouveau copain. Et elle s'est approchée très près, elle a dit, chut, ne fais pas de bruit, tu vas lui faire peur. Il fait tout le temps la même chose. Pourquoi il tourne en rond comme ça? Tous les jours de sa vie, elle n'était qu'avec des animaux. Elle a vécu entre le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe. Alors elle a appris à les connaître, à se faire aimer d'eux. Et puis maintenant, je crois qu'elle les connaît bien. On a acheté tous les livres où il y avait des animaux et on est tombé amoureux d'une photo, la photo d'un petit animal qui était un meerkat. Le suricate. Et on est parti à sa recherche. Et quand on l'a trouvé, on a tout laissé tomber. C'est impressionnant. Oui, c'est oui, tu veux me toucher. J'ai envie de rentrer, de m'asseoir dans un coin et d'attendre qu'ils viennent me voir, comme ils font dans le désert. Alain et moi, on a eu l'immense chance de vivre pratiquement 7 ans dans le désert avec eux. Tous les jours de notre vie, du lever au coucher du soleil, 12 heures par jour. On est devenus meerkat, ils nous ont acceptés. C'est un petit son pour dire bonjour. C'est un petit son pour dire je suis un meerkat, moi aussi. J'aimerais bien que tu viennes me voir, mais... Regarde, fais pareil. C'était extra les meerkats. Ah oui? C'était super. Tipi, tu as l'air très très à l'aise hein, au zoo. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir les animaux que tu as connus en liberté? Ça me fait tout drôle et c'est triste de les voir comme ça en cage. Alors, on t'a vu beaucoup hein, en photo, dans le film qui a été tourné avec toi, tes parents, en Afrique, avec les tigres, les lions. Comment tu t'y es pris pour les approcher? Pour commencer, je mettais la main comme ça, voilà, pour qu'ils sentent mon odeur, pour voir si j'étais un ennemi ou un gentil des leurs. Mais ça t'est venu tout seul de t'approcher des animaux? Comment tu as... J'ai été attirée parce que j'avais pas d'amis au départ. Que j'avais pas d'amis d'enfants pour jouer avec moi, donc je voulais commencer à avoir un ami animal. Lorsque Tipi, votre fille, était avec les animaux sauvages, vous avez eu peur? Comment ça s'est passé la toute première fois? Ça a commencé très tôt, puisque elle marchait à peine, qu'elle était en contact avec les animaux sauvages. On avait des camps sans clôture, donc nuit et jour, il y avait
des éléphants, des lions, des hyènes qui rentraient dans le camp. Et on avait un peu peur. Il a fallu s'adapter, je crois que c'est tout. Enfin, on ne croyait pas à l'accident. Vous n'avez jamais eu peur de l'accident? C'est toute la base de notre histoire, c'est ne jamais avoir peur, mais toujours se méfier, en fait. Donc elle, en fait, il fallait toujours l'avoir quand même sous l'œil, parce que on ne sait jamais où elle pouvait disparaître au détour d'un buisson. Même si Alain avait fait un camp d'une propreté exemplaire avec des petits sentiers, parce qu'on avait quand même très très peur des serpents. Il y en a quand même beaucoup dans les endroits où on était. Ils sont attirés par les campements, en fait. Alors, justement, quand Tipi est née et que vous avez vu la relation qu'elle établissait avec les animaux, d'abord, c'est vous qui l'avez, entre guillemets, éduquée pour aller dans ce sens-là, ou c'est venu de façon très naturelle et ça vous a vous-même étonné? Ça se fait tout seul. Oui, on n'a rien fait, si vous voulez. On n'a pas mis Tipi, si vous voulez, au contact des animaux. C'est elle qui est allée. Elle a toujours dit qu'elle avait peur de faire peur aux animaux. Bon, il y a eu quelques pépins, quoi. C'est normal. Mais c'était toujours elle qui disait « l'animal m'a apprivoisé ». Tipi, dans le film, qui a été tourné il y a quelques années, on te voit jouer avec un léopard et à un moment donné, il te renverse et il te mord un peu, comme ça, il joue avec toi. À ce moment-là, tu n'as jamais peur? Tu n'as pas eu peur? J'ai quand même pleuré parce que je savais pas s'il voulait mordre ou s'il voulait jouer avec moi. Est-ce que tu sais quand l'animal est ton copain, quand il va être gentil, ou quand l'animal va être un tout petit peu agressif? Est-ce que tu arrives maintenant à le ressentir? Oui, ça se voit au départ qu'il a envie de m'agresser. Mais si il va tout doucement vers moi, il me regarde et il repart. Il veut rien faire, il veut juste savoir qui je suis et ce que je suis. Quelle a été ta plus grande peur? Quand le singe m'a tiré les cheveux. Le singe qui t'a fait aussi peur et le léopard, c'était les premières agressions des animaux vis-à-vis d'elle? Non, il y en a eu une ou deux autres avant, mais il y en a eu très très peu. Et en fait, l'histoire du singe qu'elle raconte, c'était une petite femelle babouin avec laquelle elle était assez copine. Mais elle ne l'avait pas vue pendant, je crois, un an. Et dès le jour du retour, le singe avait un petit peu évolué, était devenu... détestait les femmes. Tout ce qui était femme ne supportait pas. Et s'est précipité sur Tipi avant même que Tipi puisse faire quelque chose. Et elle a agrippé les cheveux par jalousie, je pense. Vraiment par jalousie. C'est une crise de jalousie sur les cheveux de Tipi. Oui. Tout à fait. Quant au léopard, non, les relations ont toujours été bonnes, mais je pense qu'à un moment donné, évidemment, le léopard est devenu de plus en plus difficile à à manipuler, etc. Et il y a eu des accidents, une anecdote très très dure, où le léopard a failli me bouffer. Et je pense que c'est Tipi qui m'a sauvé la vie, quoi. De quelle manière? De quelle manière ce léopard qui, après un moment très très long, qui avait commencé à dévorer un petit Africain, que j'ai pris dans mes bras, que j'ai sauvé, quoi, en me battant un peu avec le léopard. J'avais une longue distance à faire avant de revenir vers la ferme. Et évidemment, il me suivait, il voulait me bouffer. Et Tipi était un petit peu éloignée, j'avais peur qu'elle s'approche, parce que je me suis dit, JNB, c'est le nom qu'elle donne au léopard, il a pété les plombs et il va se venger sur Tipi. Elle était à une centaine de mètres, je dis Tipi, reste où tu es, reste avec ton caméléon là-bas, surtout ne viens pas. Évidemment, elle a fait tout le contraire, elle a couru vers moi, elle m'a regardé, elle a vu le sang plein de sang sur mon corps, et elle est allée sur ce léopard qui était vraiment en position d'attaque. Et elle lui a donné une grande claque du plat de la main sur le front. Et JNB, immédiatement, s'est assis avec les oreilles normales. Enfin, je veux dire, il n'y avait plus de tension, il n'y avait plus d'agressivité. Et surtout qu'elle lui a donné un commandement. Elle Et lui a dit stop it. Oui, stop it. En lui donnant la tape, elle lui a dit stop it. Et il s'est assis comme voilà. Comme ça m'a laissé chien, le temps de partir, de rester avec lui. Et moi, ça m'a laissé le temps de m'échapper avec le gamin. Tipi, comment tu expliques que tu as pu arrêter le léopard? Je voulais pas qu'il fasse du mal au petit garçon. Et je suis fâchée. Et je suis venue et je suis j'étais furieuse et
il y a un truc qui me montait au nez. J'ai vite tapé pour qu'il reste. On le connaissait, avec les gens du coin, on le connaissait. Il venait très souvent à la ferme. Il était là, il était habitué, si vous voulez, aux humains, puisqu'il a été pris bébé. Le problème, c'est qu'en grandissant, le côté sauvage reprend le dessus. Est-ce que vous pensez que Tipi a un talent particulier où tous les enfants vivant comme elle, finalement, peuvent avoir la même approche? Sûrement. Moi, je pense que c'est surtout un problème de contexte. Son quotidien à elle était uniquement de chercher des amis parmi les animaux, parce qu'elle n'avait pas de copines, de petites copines et de petits copains. Ensuite, elle est quand même quelqu'un de brousse. Et elle a beaucoup écouté, beaucoup observé. Elle était en contact aux Africains. Les Bushmen lui ont appris énormément de choses. Et donc, c'est pas un don, je dirais que c'est plus un apprentissage absolument exceptionnel qu'elle a eu. Et puis un goût. Goût et l'amour. L'amour de ça. Et puis l'amour, voilà. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'arriver en France? Tu as passé combien d'années, toi, dans la brousse? Presque toute mon enfance. Et alors, finalement, tu préfères les amis de l'école ou les amis de la brousse? Je trouve que les animaux de la brousse, ils sont plus doux, plus gentils et plus magnifiques à voir et à photographier. Donc les enfants, c'est juste des êtres humains comme moi, mais faire une connaissance différente, c'est encore meilleur. Est-ce que tu crois que tu communiques de la même façon et aussi bien avec les animaux? Je communique pas, je leur parle, mais ils me comprennent pas, mais avec les yeux, ils me comprennent. Je les regarde et je fais des gestes. Et ils savent, par exemple, si avec mon caméléon, je mettais la main là, ils savaient que je voulais qu'il aille sur ma main, donc il avançait. Juste parce que tu tendais la main. Oui. Venez. Et après, il est monté sur mes cheveux. Alors maintenant, ça fait à peu près un an, toi, un an et demi, que vous êtes en France. Vous allez bientôt repartir à Madagascar. Oui, c'est l'endroit certainement le plus excentré, le plus isolé de Madagascar. C'est inaccessible, c'est complètement inaccessible. La forêt est une forêt sèche, donc très inhospitalière. C'est pas comme la forêt tropicale, avec vous savez, les orchidées et tout ça. Là c'est vraiment très, très sec, très dense. On a une baie très très paisible avec un petit village de pêcheurs. Je sais pas, il doit être une vingtaine, enfin maximum. Et une immense forêt de centaines de milliers d'hectares, intouchée, impénétrable, et où personne ne va. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pourriez plus vivre, vous, définitivement en ville? On est mal, on est très mal. Oui. Oui. On trouve pas bien notre place. On peut le faire, tout le monde peut le faire, mais on n'est pas heureux. Quand vous pensez à Tipi plus tard, est-ce qu'elle pourra trouver sa place? Est-ce qu'elle aura le choix ou finalement, de temps en temps, vous vous dites c'est un choix d'abord égoïste que l'on a fait et puis Tipi s'en débrouillera plus tard? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait vraiment très attention à ça depuis le début. Alain a peut-être une autre idée, mais... Je crois que toute la force qu'elle a prise là-bas, son sens de l'adaptation, par exemple, c'est pas l'indienne dans la ville. Attendez, ne confondez pas, par exemple, le film à succès, là, du petit sauvage. Ici, Tipi s'adapte absolument partout. Vous l'amenez au Japon, vous l'amenez à New York, vous l'amenez dans la brousse, enfin, je veux dire, elle est donc tout à elle fait... pourra s'adapter à toute vie, c'est ce que vous êtes en train Bien de sûr, dire. parce Avec qu'elle un est... peu de souffrance quand même, hein. Oui, c'est sûr. Faut pas oublier. Alors, je sais pas, peut-être qu'elle va être un petit peu en retard sur des choses d'éducation, vous savez, d'instruction. Très en avance sur d'autres, monsieur. Et très en avance sur d'autres. Vous y avez beaucoup réfléchi. On y a beaucoup, oui, croyez-moi qu'on y a beaucoup réfléchi, mais en même temps, on n'a pas le choix. L'endroit où vous partez est secret? Est-ce que vous allez le dire, en faire des films ou finalement... Moi, je peux vous le montrer sur la carte, Oui, est-ce que vous regardez toujours cette carte? Mais on va essayer de le tenir assez secret, oui. C'est cette région-là. Je pense qu'il y a de quoi meubler tout le reste de notre vie, là-bas. C'est pour les girafes. Un petit plat carottes coupées avec pommes, c'est pour les hippopotames nains. Et carottes, c'est pour tout ce qui est antilope. Antilope, gazelle, tout ça. Ça chiffre pas mal. Viande rouge comme ça, 1 tonne par semaine. Alors les poulets, bien sûr, 50 poulets par semaine.
Après, tout ce qui est fruits et légumes, carottes, il me faut 1 tonne 800 par semaine de carottes. 600 kg de salade, 600 kg de pommes, 300 kg de bananes, 50 kg d'oranges. Et le poisson, j'en passe 600 à 650 kg. Il faut dire qu'on a beaucoup de pensionnaires aussi. On a à peu près 1200 animaux. On n'a plus que les repas des fauves et le poisson des otaries à aller chercher. C'est parti. Ce sont des loutres, on leur donne des truites vivantes tous les jours. Ça permet de conserver leur instinct de chasse, puis qu'elles se dépensent un peu. Elles sont relativement habituées à moi. C'est-à-dire que je ne peux pas vraiment les caresser, mais je peux leur donner à manger à la main, il n'y a pas de problème. Elles reconnaissent ma voix quand je les appelle. Sambo. Bon allez Sambo, tu te concentres. Alors je fais pas vraiment ça pour épater la galerie, c'est surtout pour mes fauves que je fais ça, parce qu'ils passent leur temps sinon à attendre que tout leur tombe tout cuit dans le bec. Et ben c'est pas une vie pour eux, donc ce que je fais c'est je leur jette ça leur permet de courir, de se dépenser un peu, de chercher, de les stimuler un minimum. Lui c'est Prince, c'est un jeune mâle, il a 4 ans maintenant. Là, il va s'acharner pendant peut-être au moins 5-10 minutes dessus, là. Moi, je travaille aux zoos depuis 32 ans. Il y avait des panthères, il y avait des pumas, il y avait des jaguars, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait un tigon. Moi, j'ai connu un tigon. Elle rigole pas, mon pote. Hein. Il y en a, ils préféreraient travailler avec les éléphants ou je sais pas, les hippopotames. Moi, c'est les fauves. Je sais pas, ils ont quelque chose de fascinant. C'est un rêve de gosse là que je suis en train de réaliser. C'est ce que je voulais faire depuis que je suis tout petit. Donc, je suis plus heureux ici. C'est un métier qu'on connaît mal finalement, le métier de soigneur. On confond souvent avec le métier de vétérinaire dans le fond. Ah, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est tout différent. Hein. Vous donnez donc, vous nourrissez les animaux, vous occupez d'eux et vous prévenez le vétérinaire s'il est malade. Voilà, exactement. Pour tout ce qui est soins, par contre, journalier, des petites choses, des petites médications à faire, par contre, là, les vétérinaires nous font confiance et c'est à nous de le faire. L'un et l'autre, on voit votre passion pour les fauves. Alors Christophe, vous en parlez avec les yeux écarquillés. D'où vient cette passion? Je crois que c'est surtout une sorte un magnétisme, une sorte de force qui se dégage d'eux et puis ça impose le respect quand même. Et puis bon, c'est de pouvoir... Le pouvoir d'approcher des bêtes voilà, qu'on a toujours rêvé et que beaucoup de gens voudraient. Michel, je pense. Vous, la passion, c'est d'abord la loutre? Ah, les loutres, j'adore ça. J'adore ça parce que c'est une bête, elle est majestueuse et puis c'est une bête qui va bientôt disparaître si personne ne la protège. Hein. Vous aussi, c'est toujours le métier que vous avez souhaité faire? Ah oui, je me rappelle à l'école, j'étais petit, hein, j'ai vu des images sur Paris avec le maître, puis il parlait la Tour Eiffel, tout ça, l'Arc de Triomphe, puis le Grand Rocher. Puis moi, dans la petite tête, vous savez, quand on est petit comme ça, le Grand Rocher, qu'est-ce que c'est un rocher à Paris, tout ça, oh là là là. Puis un jour, ça fait tilt. Je suis allé à Paris. Je suis allé au zoo.
tout ça. Alors j'ai écrit plusieurs fois, sans réponse. J'ai écrit tenace, que je suis têtu, je suis tenace. Et puis un jour, il m'a écrit que c'était bon, je pouvais venir, comme ça. Puis je suis arrivé ici. Mon petit rêve est devenu réalité. 32 ans passés ici à rêver. Oui, à rêver, mais bien sûr. Et toujours. Et vous venez d'arriver, ça fait un an et Moi, demi je suis que vous êtes arrivé, ici. voilà, même pas un an et demi encore. Donc, Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, quand même, quand vous avez commencé ici? au début, je me disais, mince, il n'y a pas de place là-dessus, on peut rien faire. Puis bon, finalement, on s'aperçoit que le lion, de toute façon, c'est 18 heures de sommeil par jour, donc il passe son temps à dormir. Et moi, je suis là le reste du temps pour l'embêter, pour l'occuper, donc ça va. Avec les lions, est-ce que l'on peut sympathiser? Ici, avec les lions, ils sont pas très coopératifs pour la sympathie. Pourtant, je les aime bien, hein, mais ils me le rendent pas du tout. Par contre, j'ai un tigre, on a un tigre qui s'appelle Rangoon, qui vient de Thoiry d'ailleurs. Et lui, par contre, oui, il y a quelque chose qui se passe entre nous deux. Je passe les bras et puis ensuite lui, il vient et je le caresse, il se met sur le dos, je le gratouille partout et lui, il me fait des grognements, mais des grognements gentils, quoi. Sans jamais, vous, aucune crainte, qu'à un moment donné... Je crois que c'est une confiance mutuelle qu'il faut avoir. Est-ce qu'un accident pourrait arriver? Est-ce que c'est arrivé? Non, jamais. Jamais. Dès l'instant qu'on respecte toutes les consignes, jamais. Et il y a quand même on connaît son fauve, donc on sait tout à fait les attitudes. Ouais, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Comment ça s'apprend, le comportement avec les animaux? Voilà. Il n'y a pas d'école? Non, Vous rentrez ici sans diplôme? Vous apprenez sur le terrain? Oui. Sans diplôme spécifique, oui. Puis je pense que c'est une question de... On a les yeux, tout ça pour voir. Moi, je suis très tactile. Donc, depuis tout petit, il faut que je touche les bestioles, il faut que j'essaie. Alors, ça a été des fois à mes dépens, mais on apprend comme ça. Puis au fur et à mesure, puis je suis arrivé ici, j'avais déjà, je pense que au niveau de l'instinct ou n'importe quoi, j'avais déjà tout en poche. Hein. La plus grande frayeur? J'en ai jamais eu. Jamais. Avec des animaux, à ma connaissance, non. Et les plus grands moments de joie? Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup. Moi j'en ai eu. J'en ai eu. Quand on avait un groupe de 6 panthères, ça m'a toujours... J'y pense souvent. Hein. Quand on rentrait avec, il y en avait une sur l'épaule. J'en avais 2 accrochés comme ça. Et on travaillait, on essayait de balayer tout ça, on les traînait, tout ça. On va jouer jusqu'à un certain âge. Hein. Parce qu'après, vous commencez à sentir les griffes dans le dos. Hein. Mais oui, c'est ça. Ah ouais. Mais là, déjà, quand vous commencez à sentir les griffes, vous vous dites d'ici 15 jours, 3 semaines, c'est fini. Oui, vous prenez quand même des précautions. Ah oui, c'est d'instinct. Quand même. Hein. Ah oui. C'est pour ça que n'importe qui ne peut pas toujours faire ce qu'on fait. Hein. Je croyais qu'on ne pouvait pas ou qu'il était interdit de jouer avec les animaux, même vous, qu'il ne fallait pas trop finalement les accoutumer à l'homme. Non? Non, Je suis pas au courant. il On faut m'a jamais rien dit. Non. il faut quand même avoir une certaine complicité avec les animaux qu'on soigne, qu'on s'occupe. De toute Hein. façon, c'est Des obligatoire. contacts. Hein. C'est obligatoire, je pense, de côtoyer des bêtes tous les jours. C'est obligé qu'il y ait quelque chose qui se passe. Hein. On ne peut pas faire autrement. Ou alors, on n'est pas humain, quoi. C'est pas normal. Bah oui, sinon ça sert à rien de s'occuper des bêtes si on passe sans s'en occuper comme ça, ni des caresses. Parce que moi je leur parle par moment, comme je vous parle à Christophe, comme ça. C'est sûr, si quelqu'un y vient, on va dire, il y a une petite case de moins. Hein. Vous leur racontez des histoires? Oui, s'ils ont bien dormi, est-ce que tu as bien mangé, est-ce que ça t'a plu, comment je parle à un être humain. Alors j'imagine qu'il y a aussi des moments douloureux, difficiles, la perte de certains animaux, Forcément. la disparition. Moi, quand c'est comme ça, je ne parle pas. Et je suis à peu près une semaine sans parler de cet animal qui est mort, soit de vieillesse, ou d'un accident, ou d'une maladie. Je n'en parle pas. Je le garde en moi. Alors comment ça vous a transformé l'un et l'autre de vivre au contact des animaux en permanence? Même si effectivement c'est dans un parc zoologique. Je pense que ça amène une confiance en soi, quand même. Une certaine confiance en soi. C'est sûr que quand on a réussi à imposer sa volonté à un fauve qui fait presque 200 kilos, ensuite, moi je suis très timide, on a moins peur, par exemple, d'aller dans un magasin, de ressortir sans rien, de parler aux gens, de commander au restaurant. On a l'impression de devenir soi-même un peu un grand fauve, c'est ça que vous êtes en train de dire?
Non, tu dirais pas ça, non. Non, mais non, on se sent quand même... c'est quelque chose quand même que vous dites... bon, allez, maintenant, à droite, vous faites signe à l'animal de passer, et puis il s'exécute. Bon, bah, quand même, quoi. On se dit, mince, c'était un tigre, quoi. Allez, roule. Allez. Allez. Oh. Au lieu que c'était tu. Allez. Allez. Bon alors, il y a 2-3 jours, il y a un bébé qui est né. Et ça se reproduit bien ici, les girafes. Hein. C'est la 112e depuis 1934, depuis l'ouverture du zoo. Alors, pourquoi il y a beaucoup de naissances? C'est à cause de la nourriture. C'est une bonne nourriture. Elles sont très bien alimentées, tout ça. Il n'y a pas de stress. Elles ont toujours de quoi manger. Elles sont bichonnées, quoi. C'est le maximum qu'on puisse donner. Salut les filles! Oh, regarde-moi ça que tu es belle toi aussi, dis donc. Regarde-la comme elle est belle celle-là. Agathe, elle est là-bas. C'est la plus grande là-bas, Agathe. Tu vois? Ah oui, je la vois. Dis donc, Non, elle a c'est grandi pas pour depuis toi, l'année le pain. dernière. Je peux pas te donner de pain. C'est pas bien le pain pour les girafes. Je suis désolée, ma belle. Ah, je les connais pas toutes, mais bon, c'est la passion, venir ici le plus possible, 3 fois par semaine, ne pas partir en vacances, mes vacances c'est ici. Et puis voilà, regardez, quand vous voyez ça, comment voulez-vous ne pas aimer, ne pas apprécier ça? C'est pas possible. Vous tombez amoureux avec des animaux comme ça. Regardez la dignité, le port de reine ou de roi. On ne dit jamais le port de roi d'ailleurs, hein. On dit port de reine. Jumelle! Vas-y ma fille! Oh t'es belle toi! Heureuse! Heureuse! C'est beau la vie, hein? Maintenant, on va voir le seul éléphant d'Afrique qui est dans ce zoo, qui est un éléphant qui, paraît-il, a un sale caractère. Je peux l'occasion de vérifier parce que nous avons une relation très particulière. Bonjour mon coco. Bonjour monsieur Coco. Bonjour mon coco. Comment vas-tu mon coco? Tu vas bien mon coco d'amour? Alors ça c'est artichaut de Bretagne. Je ne connais pas la marque, hein, mais c'est Bretagne. Tiens, regarde. Ça, alors une fois je l'ai mise en colère parce que j'étais pas venue pendant 15 jours. Il m'a vu arriver de là-bas, il a sorti ses grandes oreilles comme ça, il a barri comme un fou. Et les gens de la crêperie m'ont dit mais qu'est-ce que vous avez fait à Coco? Je lui ai dit le problème c'est que je lui ai rien fait depuis 15 jours. Oula! Alors, quand il lève la trompe, avec moi en tout cas, je suis catégorique, il me remercie. Et alors après, quand il est vraiment très content, il met la trompe dans sa bouche et il m'envoie ce que j'appelle moi la pluie d'éléphant. Tu me l'as fait ta pluie d'éléphant? C'est une petite ça, hein? Je voudrais pas... Ah, ça c'est beaucoup mieux. Ah voilà! Voilà comme ça. Ouais, attends, tu sais que je vais partir, c'est ça le problème, hein? Tu sais bien... oui mon coco. Au revoir mon coco. Non. Au revoir mon coco. Ah bien, je peux pas t'emmener coco, t'es trop gros. Au revoir mon petit bonhomme. Au revoir mon petit bonhomme. À bientôt mon coco. Je vois, il faut manger. Tout en haut. Et hop, et vas-y. Alors vous disiez, est-ce que c'est une façon de parler ou est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas pris de vacances depuis 4 ans? Pour être tout à fait honnête, depuis 17 ans. Je viens en moyenne 3 fois par semaine. Comme je fais un métier un peu particulier qui permet de ne pas être au bureau tous les jours, je prends mes dossiers, je viens m'installer devant un éléphant qui s'appelle Coco, qui est l'éléphant d'Afrique. Je viens au bois de Vincennes, je prends mes vacances au bois de Vincennes. C'est un peu, je disais l'autre jour à un ami, c'est mon île de la Réunion, mes Seychelles, etc. etc. Voilà. Non, mais malgré tout, un zoo, c'est un endroit d'enfermement. Donc, pouvoir s'évader tout en regardant des animaux qui sont quand même enfermés. Comment vous faites pour vous évader? Justement, qu'est-ce que vous trouvez? Je crois que j'ai l'air d'une personne épanouie. Oui, je m'évade très facilement ici. Enfin, moi, je suis d'une génération, quand on voyait les animaux, c'était dans des toutes petites cages et tout. Par exemple, Marie n'a pas du tout connu ça. Hein. Alors toi, Marie, tu accompagnes toujours ta tante? Non, pas toujours, parce qu'elle y va au moins 2 fois par semaine. Ça, on a compris. Moi, j'y vais 3 fois par mois à peu près, peut-être un peu plus des fois. Mais moi, c'est pas la même chose qu'elle quand même, parce qu'elle a une grande passion avec les animaux. Moi aussi, mais c'est pas la même chose. Puis moi, je pars en vacances. Je vais en vacances aussi. Tu aimes bien, toi, voir autre chose. Oui, tout de même. Mais elle, c'est vrai qu'elle a un grand rapport passionnel avec Coco, par exemple. Moi, j'ai plus des rapports passionnels avec mon chien ou avec mes chats. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a autant de relations entre justement l'éléphant Coco et Christiane que toi avec ton chien? Ah non, c'est encore mieux.
C'est plus fort. Ah, c'est beaucoup plus fort parce qu'on n'a jamais vu ça avec un éléphant. C'est vraiment peu courant. Enfin, avec un visiteur, parce qu'il a des relations très choisies avec les soigneurs. Hein. Comme en plus Coco a vraiment un sale caractère, on se demande comment elle fait. Alors comment vous avez noué cette relation avec cet éléphant? Ça a démarré tout bêtement, parce que quand je venais au zoo, j'entendais les gens dire qu'il était moche, qu'il était vieux, qu'il était tout ridé. Alors je me suis un peu vexée, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, il n'a que 38 ans, qu'il peut vivre jusqu'à 60-65 ans. Il est ridé parce que c'est sa nature, c'est un éléphant d'Afrique. Il a un mauvais caractère, ce qui veut dire qu'il a du caractère. Donc cet animal m'a paru extrêmement sympathique, parce que j'entendais de ci, de là, bouloudo et tout ça. Et Coco a dû sentir cette espèce de passion que j'avais pour lui. Il a commencé à me faire la cour. De quelle manière? Je lui ai donné un bout de pain. C'était pas un bout de pain, c'était une énorme baguette. Et j'ai vu qu'il me suivait. Alors j'étais extrêmement étonnée. J'ai mis ça sur le compte du hasard. Et je suis quand même revenue 2 ou 3 jours après, 2 baguettes, il faut être honnête. Et Coco a commencé, j'ai eu le sentiment qu'il me reconnaissait. Alors je me suis dit que je fantasmais un petit peu, que j'avais une telle passion pour les éléphants que j'avais envie de penser que Coco me reconnaissait. Et en fait, au fur et à mesure, ça fait maintenant 4 ans et demi, des relations très très sincères et très complices se sont nouées entre nous. Mais vous l'avez apprivoisé d'une certaine manière? Ce serait prétentieux de ma part de dire ça. Je ne l'ai pas apprivoisé, disons qu'il m'a apprivoisé, plutôt. Dans le fond, vous avez tout fait pour le séduire. Qui a séduit l'autre? Je vous le demande, je ne sais pas. Non, mais en lui donnant à manger... La première fois, c'est un geste classique. Avant, on amenait des cacahuètes aux singes, mais là, je crois qu'il m'a choisi, effectivement. À quel moment vous est née cette passion pour les éléphants? Et elle se manifeste comment, cette passion? Ah, oserais-je vous avouer que j'ai une collection d'éléphants chez moi qui est très importante. Pas grandeur nature, pas grandeur nature, à mon grand regret. Quand même, ça va de l'éléphant comme ça à l'éléphant comme ça. Pas un seul en ivoire, hein, je tiens à le dire. Alors pourquoi les éléphants? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Est-ce que vous avez regardé un éléphant dans les yeux? Et est-ce qu'un éléphant vous a regardé dans les yeux? Quand vous arrivez à capter le regard d'un éléphant, c'est absolument extraordinaire. Une mère éléphant qui adopte un éléphant orphelin, il y a une tendresse dans le regard d'une mère éléphante, d'une tante éléphante, une tante éléphante qui aide sa sœur à accoucher. C'est un sentiment, je ne vais pas dire que c'est un sentiment humain, parce que c'est stupide. De ma part, ce serait stupide de le dire. Mais il y a une tendresse absolument phénoménale. Alors vous êtes toutes les deux marraines de plusieurs animaux. Nous sommes dans la famille 12 parrains et marraines. Oui, c'est beaucoup. Je pense qu'on est la famille où il y a plus de parrains et de marraines. Alors on ne sait pas bien comment ça fonctionne. On s'engage. D'abord, c'est une cotisation, bien sûr, qui permet... alors, pour parrainer un animal, c'est 100 francs, tous les 3 ans. Ça veut dire que l'argent sert à l'animal, pourquoi pour améliorer ses conditions de vie? Ça sert à quoi? L'argent sert à tous les animaux. À tous les animaux, hein, parrainés ou non d'ailleurs, hein, tous les animaux parrainés. Ça peut se passer sous forme de cadeaux, puisque le zoo de Vincennes lui-même prend en charge toute la nourriture, etc., l'environnement de l'animal. Mais ça peut permettre, par exemple, la CECAS permet des peintures comme celles que l'on voit ici, on peut offrir à des animaux des peintures murales, on peut offrir des bambous, quelquefois des troncs d'arbres, par exemple. Quelquefois, nous offrons des cadeaux de Noël. Des cadeaux de Noël. Les perroquets ont eu il y a 2 ans des nouveaux jouets. Et puis les ours ont eu des énormes os de buffle, des tartines de miel supplémentaires, etc., etc. Si vous voulez, le parrainage, en fait, c'est un biais pour intéresser les gens à la conservation des animaux sauvages. Ça veut dire que les enfants qui viennent ici et qui sont parrains ou marraines se sentent une responsabilité vis-à-vis de l'animal qu'ils parrainent. Et par la force des choses, ils passent devant d'autres animaux, etc. Ils ont une conscience du monde animal, du monde sauvage et de la manière dont il faut arriver à protéger l'espèce et l'environnement par la suite. Alors pour parler de vous, Christiane, qu'est-ce que vous avez appris tout au long de ces années dans ce flirt, dans ce permanent avec les animaux sauvages ici au zoo? Appris sur moi rien du tout, sauf que je suis très égoïste parce que j'éprouve un tel plaisir à les voir que c'est vraiment de l'égoïsme à l'état pur en fait. Hein. Je viens ici, je reçois. À part Coco, à qui je fais des fleurs et qui m'en fait aussi, je suis totalement égoïste. Hein. Donc j'ai rien appris sur moi. Votre rêve? Amener Coco à la maison. Laurence, est-ce que tu peux venir au Lémurien? Il y a un problème avec un micro-set qui a une grosseur et qui s'est rangé la queue. Ok, j'arrive.
à côté de la vue. Mon travail consiste à prendre soin des 1200 à 1300 animaux qui sont dans le parc, avec en moyenne 5 à 10 interventions par jour. Elle est de 90, elle? Oui, c'est une vieille. Je suis vétérinaire aux Eaux de Vincennes depuis février 96. Mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père qui ont été ou sont vétérinaires, donc j'ai un peu baigné dedans en étant petite. Mais c'était pas une obligation. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que je n'ai jamais envisagé de faire autre chose. Je ne peux pas expliquer ça vraiment. C'est vrai que soigner les animaux, ça fait partie de ma conception de l'amour des animaux. Écoute, je trouve que pour une mémé de 9 ans, il y a juste les incisives qui ont un peu souffert, là, mais comparé aux autres, elle est en bon état. Hein. Là, la belle, voilà, on la remet au chaud, elle sera bien là. Salut toi, comment tu vas toi? C'est des animaux très sympathiques quoi, on s'y attache, c'est comme ça, c'est un coup de cœur quoi. Donc lui, Ulrich, il voudrait qu'on joue avec lui, mais on s'interdit de jouer avec lui parce que déjà on n'a pas trop le temps et puis en plus de ça, c'est pas bon pour lui. Il faut qu'il garde son intégrité un petit peu sauvage quoi, naturelle. Donc trop de familiarité avec les animaux sauvages, c'est jamais bon, ni pour eux ni pour nous, parce que ça finit toujours mal. Oui, je cherche pas, c'est tout clair. C'est tout clair, mais c'est un peu ouvert. Je ne suis pas vétérinaire ici au parc, je suis biologiste et je suis responsable de tous les primates qui sont ici aux Eaux de Vincennes. Bah écoute, là ça paraît être un début d'ostrus. Hein. Ok, ben on va regarder les photos pour voir à peu près ce que ça peut donner. Oui. On essaie de savoir si on est en phase donc, de reproduction et de savoir si on est en phase d'ovulation et de savoir donc si les femelles sont sexuellement réceptives ou non. Et on est pour cette espèce-là en tout cas les seuls au monde et les premiers au monde à les faire se reproduire. Donc c'est un beau succès en matière de conservation parce que c'est un des lémuriens les plus menacés à l'heure actuelle à Madagascar. Vous avez déjà fait une tentative? Ouais, ça va bien. Voilà, recule. Du pain à la rigueur pour le. Allez, tu vas bien. Bon, lapin. C'est pas terrible, on bouge pas, lapin. La seule chose, c'est qu'elle a un peu de corne pourrie, là. Doucement. Ça chauffe. On a bien fait de s'y appesantir, parce que je pense que ce genre de choses, ça nous aurait fait un abcès un jour ou l'autre, ça. Voilà, on va voir ailleurs. Allez, hop. Le soin des éléphants n'est pas de tourpeau, c'est dépendant de la bonne volonté de l'animal parce qu'il n'est pas dressé, pas encore, on va essayer de le faire. Mais bon, elle se comporte pas mal quand même. C'est une difficulté avec les animaux sauvages, c'est qu'on est très dépendant de leur bon vouloir quand on les anesthésie pas en tout cas. Mais bon, ça fait travailler notre capacité d'adaptation et c'est pas plus mal. Finalement, c'est une lime traditionnelle hein, pour limer les... Qu'est-ce qu'on dit, les ongles des éléphants? Les ongles, oui. C'est une lime qu'on trouve dans n'importe quel quincaillier, oui. Ça doit être très impressionnant, non? D'opérer, est-ce que ça vous est arrivé d'ailleurs, un éléphant tout à coup de... Oui, on va dire qu'on avait anesthésié Siam, hein, qui est le père de Tissiam. Ça avait été une grosse affaire, oui. C'est moins qu'on puisse dire une affaire de 7 tonnes, hein, c'était le poids de Siam. Oui, c'est le cas de dire. C'est vous qui étiez vétérinaire? Oh, on était, je pense, facilement une bonne demi-douzaine de vétérinaires sur place. Une demi-douzaine? Et puis, c'est vrai que c'était la première fois qu'on anesthésiait un animal aussi imposant. Hein. C'était la première fois pour tout le monde, du reste, hein, parce que c'était le plus gros éléphant d'Asie détenu en captivité. Donc, effectivement, c'est impossible seul. Vous êtes toujours en relation, vétérinaire et biologiste, primatologue? En permanence. Je regarde comment un petit va grandir dans un système social, comment il va devenir un adulte efficace. Et donc j'ai trouvé ici au parc zoologique un endroit tout à fait particulier pour pouvoir étudier des espèces extrêmement rares et menacées dans le milieu naturel et dont on connaît finalement très peu de choses au niveau de la biologie. Alors comment on apprend à soigner les animaux sauvages? Parce qu'à l'école vétérinaire, j'imagine on vous apprend à soigner les animaux plutôt familiers, domestiques.
Eh bien, en fait, c'est vrai qu'en France, on n'a pas de formation spéciale pour la médecine des animaux de zoo et la faune sauvage, alors qu'à l'étranger, ça existe. Donc, on a des progrès à faire de ce côté-là. Du coup, en France, c'est beaucoup de formations sur le tas, avec l'expérience des anciens vétérinaires. Et puis, il y a une tradition de solidarité vétérinaire dans la médecine des animaux de zoo, ce qui fait que par Internet, par le biais des fax et même par simple courrier, on est en perpétuel rapport avec des vétérinaires du monde entier qui peuvent simplement nous livrer leur expérience dans tel ou tel domaine. Catherine, votre amie soigneuse, disait qu'il fallait éviter à tout prix d'avoir un lien affectif avec l'animal, justement pour qu'il puisse être réintroduit le cas éventuel dans son milieu naturel. Disons qu'il y a deux éléments. C'est vrai que pour tous les individus qui sont réintroduits dans la nature, moins ils voient d'hommes, mieux ils se portent. Puisqu'il faut qu'ils apprennent quasiment à avoir peur de l'homme, parce qu'ils vont le rencontrer dans la nature, il faut qu'ils puissent le fuir. Par contre, d'un point de vue purement médical, c'est vrai qu'il faut quand même entretenir une relation avec l'animal, tout simplement pour pouvoir le soigner, l'approcher. Donc il faut réussir à faire un juste équilibre entre les deux éléments. Mais ça reste en tout cas des animaux sauvages. Il faut les considérer comme tels. Ils ne sont pas ici pour entretenir des relations affectives avec les gens qui en prennent soin. Alors vous qui les étudiez, comment vous avez résisté, vous, aux liens affectifs ? Et est-ce que vous avez d'ailleurs résisté ? J'espère avoir résisté. Parce qu'en fait, j'ai appris une chose justement quand j'ai effectué ce stage dans l'Est. C'est qu'à la fin du stage, j'ai fait une bêtise. J'ai séparé un jeune de son groupe sans le savoir. Et j'ai immédiatement été remise à ma place par le dominant qui m'a chargée, menacée sévèrement. Le dominant, vous voulez parler du groupe. Du groupe, dans bien le sûr. groupe. Du groupe de primates. Voilà, le dominant du groupe de macaques m'a chargée, m'a menacée, m'a bien fait comprendre que j'avais fait une erreur. Tous les adolescents sont arrivés par derrière, bien sûr, un grand renfort de claques dans les mollets. Vous avez eu peur ? J'ai eu la peur de ma vie, je crois, ce jour-là, c'est clair. Mais en tout cas, j'ai pris peut-être la première leçon et la bonne, qui était vraiment d'apprendre à respecter l'animal tel qu'il est. Que j'étais quelqu'un qui était dans leur univers, sur leur territoire, que j'avais enfreint une loi et que si j'étais là, c'est parce qu'ils le voulaient bien. Et donc que j'avais désormais à les respecter en tant qu'individus et à respecter leur nature sauvage. Vous êtes arrivé, vous, comme elle, d'avoir très peur à un moment donné ? Ah oui, on se fait souvent des palpitations. Je me souviens d'une fois où il avait fallu vacciner à la main une girafe avec un produit spécial qui ne pouvait pas être envoyé avec le fusil hypodermique. Et donc on avait tranquillisé la girafe, mais probablement pas suffisamment, ce qui fait que j'ai fait un joli rodéo avec elle. Les animaux qui sont ici sont parfois des animaux qui proviennent de particuliers, qui ont dû s'en débarrasser, ça arrive. C'est vrai que c'est souvent le cas de primates d'ailleurs, oui. Qui parvenus à l'adolescence, des primates surtout, qui sont tout mignons quand ils sont tout petits. Petits singes, on garde ça dans sa poche, ou c'est mignon quand ça grimpe sur les rideaux pendant un temps. Puis quand ça devient adolescent, eh bien, ça a des revendications sexuelles, légitimes. Les hormones commencent à travailler. Effectivement, on peut voir apparaître, il y a des caractères sexuels secondaires qui apparaissent. Chez les mâles, c'est la descente des canines, par exemple. Donc ça devient beaucoup plus dangereux quand ça se fâche. Et les gens, souvent, ne les maîtrisent plus quand ils sont adolescents. Il y a des phénomènes de jalousie, ou par exemple, si un primate a été élevé par une dame, il va s'attaquer systématiquement à son époux quand il est dans le secteur. Donc ça devient un handicap terrible et un animal vraiment dangereux. Donc régulièrement, on a des gens qui nous téléphonent en disant « Voilà, mon singe devient fou, que dois-je faire ? Mon Dieu, c'est terrible. » Et qu'est-ce qui se passe justement lorsque ces animaux arrivent ici ? Comment ils réagissent ? Mal. Et c'est des animaux que du coup, on a du mal à présenter à des individus de leur espèce et donc à faire reproduire. Mais donc ils restent seuls, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Ils peuvent se laisser mourir ? On n'a jamais eu ce cas-là ici, mais on sait que des gorilles, par exemple, élevés seuls dans certains orphelinats parce que leurs parents ont été tués, braconnés, se laissent effectivement mourir, sont dans une profonde dépression et se laissent mourir. Alors pourquoi toutes les deux vous aimez tant les parcs zoologiques ? Alors que certains, finalement, les fuient et préfèrent aller vivre la vie sauvage ? C'est-à-dire que la vie sauvage, déjà, il faut pouvoir la vivre. C'est-à-dire que dans un avenir X, quelle sera exactement cette vie sauvage ? Et quand on travaille dans un parc zoologique, on a vraiment le sentiment d'œuvrer pour cette vie sauvage, parce qu'on fait de la conservation
Et réellement, c'est une réalité de tous les jours ici. Par rapport à l'éducation, on pourrait imaginer qu'on n'a plus besoin de zoo, puisqu'aujourd'hui, avec l'image, les reportages, les films, finalement, on voit tout ce qu'on ne voyait pas autrefois. Bon, l'écran de télévision, c'est joli, mais c'est en 2 dimensions. Si vous voyez des enfants qui rentrent dans le service des girafes, qui sont confrontés à cet animal de 5 mètres de haut, alors qu'ils se font à peine 1 mètre eux-mêmes, leur regard fait comprendre qu'ils en ont vu des girafes à la télévision, c'est pas un problème. Mais quand ils viennent ici, c'est tout autre regard. Puis il y a tout le factif aussi. Hein. On a vraiment tous les sens qui sont en action ici, chose que la télévision n'apportera jamais. Oui, vous approchez pas trop près par contre, c'est mieux. Good girl, Pupus, good girl. Elle est gentille avec tout le monde, mais enfin bon. Parce que le tigre, c'est une apparence de gentil gros chat qui, d'un coup, lorsque vous avez 1 seconde d'inattention, se retourne contre vous. Et alors, contrairement au lion, je veux dire, le tigre n'attaque pas de face, mais attaque par derrière. C'est-à-dire qu'il va attendre le moment propice pour vous attraper. C'est pour ça que j'ai des yeux dans mon dos quand même. Et puis j'ai Vladimir qui regarde pour moi. Good boy, Zen. Good boy. Good boy. Tranquille, tranquille. Good boy. Ça va, ma puce. Sandra. Sandra. Ok, donne-lui chaud. Ok, good girl. Oh, c'est nice girl. Alors, Sandra est Sandra, la maman des bébés tigres. Et moi, je suis l'heureux papa, que voulez-vous. Et puis alors, j'ai la chance d'avoir 2 tigresses avec moi, 2 Sandra. Les voilà. On l'a eu depuis toute petite avec nous, qu'on l'a élevée avec nous dans la caravane. Quand elle commençait à mordre, quand elle essayait de nous donner des coups de griffe, ou hop, on lui donnait un petit coup comme ça, mais jamais méchant. Si vous êtes méchant ou si vous êtes dur, c'est fini, vous arrivez à rien. Ce qui est fantastique, c'est qu'elle n'a pas encore de vice. Elle n'a aucun vice. Et ça, c'est bien. Sandra, good girl. Sandra, ah oui, c'est gentil, c'est bien, mais c'est encombrant, oui, au bout d'un moment quand même. Good girl, Gypsy. Come on, my girl. Good girl. Good girl. Un autre gypsy à nous. Gypsy. Gypsy, come on. Gypsy. Gypsy, come on. Quickly. Come on, girl. Come on, my girl. Wow. Good girl, Sam. Good girl. Wow. Good girl. Good girl. Alors, je suis Frédéric Edelstein. Je suis le frère de Sophie, qui présente donc les éléphants. Et je suis aussi donc le dresseur et dompteur de tigres et lions du cirque Pinder. Comme quoi mes lions sont vraiment des lions. Vous voyez, il y a encore pas très longtemps, il y a 1 semaine, j'ai 7 points sur le dessus de la main. Et ben, tout simplement parce que des lions, c'est des lions. Je veux dire, vous leur enlèverez encore une fois jamais cet instinct. C'est comme ça, je veux dire, ça vous attaque. C'est en permanence, je veux dire, des bêtes qui sont sans arrêt en train d'essayer de vous attraper. Et puis ça garde toujours cet instinct sauvage. Et puis alors, la spécialiste pour ça, c'est Chiba. And Chiba, good girl, come on my girl, come on Chiba, come on my girl. I know Chiba, I know c'est good girl. Alors ça c'est Pacha, ça c'est mon grand copain, good boy Pacha, come on mon Pacha. Regardez la différence tout de suite, good boy, wow. Good boy mon Pacha, wow, good boy. Et voilà mes 2 filles qui se prénomment Saba, ça c'est ma petite chouchoute, et voilà mademoiselle Délie. Tous les matins, c'est vraiment le petit déjeuner très varié, avec toutes les gourmandises. Et moi, c'est un plaisir de leur offrir ça tous les matins, puisque ce sont mes filles, donc je les gâte. À Noël, elles ont la bûche de Noël, donc je suis un petit peu gaga, c'est vrai, mais je préfère être comme ça. Et vous voyez, elles me le rendent tellement bien. Oui, ça vient, ça va, ne sois pas impatiente. Mademoiselle Saba, elle est très impatiente. Comme ça, c'est qu'elle est contente. Et elle a fini le petit déjeuner, maintenant elle est contente, donc c'est comme pour me dire un petit peu merci. Oh. Ça va, easy, easy, easy. Hein. Vous voyez, elle est jalouse, elle veut tout le temps que j'aille vers elle. C'est pas génial ça? C'est pas une preuve d'amour ça? Hein? Moyenne communication entre les éléphants, ils se soufflent dans la trompe. Et elles font, moi je fais pareil, elles me soufflent aussi. Okay, all right, Platz. Léa, go back. Quick, Léa. Repeat, Platz. Repeat. Brisk girl. Zilly back. Zilly go back. Zilly back. Yes. Okay, all right. Zilly go back. Zilly back. Zilly back. All right, Zilly go back. Zilly back. Zilly back. Good girl, Zilly. Good girl. Zilly, Burma. Mais c'est sûr que les bêtes, elles vous testent tout le temps. En aucun cas, je vais faiblir. Je vais rester toujours face à elles le plus fort. Ça passe par le regard, ça passe par l'attitude de se tenir dans la cage. Et puis, il y a indiscutablement quelque chose de plus ou moins inné à avoir.
face à ce genre d'animaux. Mais je peux voir dans ses yeux et dans sa façon de se comporter si elle va vraiment aller jusqu'au bout ou pas. Et puis ça passe aussi par l'intelligence de l'homme de ne pas être fou. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de rivalité et qu'il y ait de combat entre l'homme et l'animal, parce que je suis perdant à 100%, c'est sûr. Elle est 1000 fois plus forte que moi. Bacha, come on, good boy. Here. Here, left. Here, left. All right, come on. Good job. Saba, easy down. Easy, my Saba. Easy down. Easy, Saba. Ah, good left. Easy down. Stay down. Stay, Saba. Down. Sophie, les éléphants, lorsque vous êtes complètement en dessous, on a l'impression qu'il va vous écraser. Vous n'avez jamais peur? Non, j'ai jamais peur parce que j'ai vraiment confiance en cette bête-là et je sais qu'elle m'aime beaucoup et je vous dis, c'est vraiment un amour et un respect réciproque et même si elle fait 4 tonnes, vous voyez qu'elle se met pas, je veux dire d'un coup, elle se pose pas d'un coup comme ça sur moi, non, elle fait attention. Et jamais d'accident avec les éléphants? S'il y a un accident, c'est plus la faute de l'homme que la faute de l'animal. C'est sûr que moi, une bête de 4 tonnes qui va bouger un petit peu plus vite, si je suis à côté, même si elle ne veut pas m'écraser, elle va me pousser, elle va peut-être me faire mal. Si elle me marche sur le pied, c'est vrai que j'aurai peut-être le pied un petit peu broyé, mais je veux dire, ça sera peut-être pas volontaire. Ça sera peut-être pas volontaire. Compris, mais est-ce que donc ça il faut vous est toujours arrivé? être vigilant. Qu'il y en ait une qui me marche dessus, oui, ça m'est déjà arrivé. Qu'il y en ait une qui me bouscule un petit peu, ça m'est déjà arrivé. Mais regardez, je suis toujours là pour vous en parler, donc c'est preuve que c'était pas... vos pieds sont comment? Les pieds, ça va. Vous voyez, là, j'ai des bottes, je peux pas vous le montrer, mais non, tout va bien. Alors tous les deux, vous êtes frères et sœurs. Oui. Et on a la même passion des animaux. Ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes quand même les enfants du patron actuel donc du cirque Pinder et on dit encore d'ailleurs Jean-Richard. Oui, bien sûr, on dit encore Pinder Jean-Richard, c'est resté. Comment est née cette passion? Parce que vous n'êtes pas, vous, des enfants du cirque. Pas du tout. Alors, on y est arrivé, je veux dire doucement, puisque papa est quand même dans ce métier, c'est un homme d'affaires, mais je veux dire, ça a toujours été le cirque sa passion. Donc on a été un petit peu élevé dans ce milieu des animaux depuis déjà un petit peu tout petit, mais ça a toujours été les études d'abord. Donc vous voyez, normalement je devrais être comptable et Frédéric informaticien, donc ça n'a rien à voir avec les animaux. Donc on est vraiment venu dans ce métier avec ce contact par les animaux, vraiment par passion. Depuis toute petite, moi ma passion c'était Babar, c'était les éléphants, ces grosses masses de 4 tonnes. Et une fois les études terminées, j'ai dit bah voilà, je veux vraiment les côtoyer de plus près, je veux avoir une vraie relation vraiment homme-animal, voir vraiment tout ce qu'on peut avoir, tout l'amour qu'on peut avoir avec tous ces gros animaux. Et donc c'est un rêve qui est devenu réalité et c'est extraordinaire. Vous aussi? Moi, c'est pareil. L'enfance. À 5-6 ans, j'étais déjà très attiré par les cages, j'étais très attiré par les dompteurs. Et j'allais en cachette donner à manger et à boire aux lions avec les dresseurs et les dompteurs qui étaient auparavant sur le cirque. Mais je faisais vraiment ça en cachette parce que papa nous avait toujours dit, en particulier à moi, je veux dire surtout n'y va pas, t'en approches pas, c'est pas notre truc. Et je veux dire, il le sait papa, que des coups de patte, que de se faire mordre, et en particulier les coups de patte, c'est impossible de ne pas en avoir. Donc c'est ce qu'il me dit jusqu'au jour, c'est souvent papa il me dit jusqu'au jour où tu vas te faire vraiment attraper pour de bon, c'est ça qui te poussera à arrêter. Mais enfin, je vous dis, quand vous avez eu un contact avec ces animaux et que vous avez cette passion, c'est impossible de s'en passer. Mais est-ce qu'il y a une vraie relation affective, d'amour qui se crée entre vous et les éléphants? Mais bien sûr, et heureusement, je vous dis, ce sont mes filles. Donc, je veux dire, souvent, je vais dans l'écurie, je leur parle. Les ordres, c'est toujours en anglais et en allemand. Mais je veux dire, quand on est ensemble, je veux dire, je leur parle même en français, je leur raconte un petit peu mes problèmes. Et je veux dire, cette trompe, ça trahit pas. Je veux dire, c'est une main. Donc, souvent, je veux dire, moi, elles aiment que je leur souffle dans la trompe. Elles viennent me chercher avec leur trompe, me mettre entre leurs pattes. Et ça, je crois que c'est vraiment une vraie histoire d'amour. Alors, Sophie parlait de son lien avec les éléphants. Comment ça se passe avec les C'est la même chose, je veux dire, c'est de l'amour. Il y a indiscutablement un amour réciproque qui se crée et qui est très important. La plupart des tigres que j'ai, je les ai élevés au biberon, je les ai eu petits avec moi dans la caravane. Je suis à la fois, si vous voulez, l'éleveur, mais je suis aussi le papa. Mais ça, c'est très important. Mais attention, parce que c'est aussi à double tranchant. Quand vous élevez une bête, quand vous l'avez eue toute petite, elle est imprégnée de l'homme, ça s'appelle l'imprégnation. C'est d'autant plus dangereux, c'est que par la suite, elle va vous craindre beaucoup moins. Pour le public, je veux dire, ils vont se dire, bah non, pourtant, une bête qu'on élève depuis toute petite, elle devrait mieux vous aimer. Mais non, en grandissant, chez le tigre, entre 1 an et demi et 3 ans, le caractère change du jour au lendemain. Alors pourquoi vous les élevez avec le biberon? Parce que, alors, c'est pas tous, je les ai pas tous élevés au biberon. Oui, mais certains. Mais tout simplement parce que la mère les a rejetés.
Et quand la mère rejette ses petits, soit elle les mange, soit elle les tue. Donc moi, j'ai pas envie qu'ils disparaissent. Combien vous avez de naissances par an de tigres et de lions? Beaucoup. Je pourrais même en avoir encore plus que ça. C'est très simple. Je veux dire, ils se reproduisent très bien en captivité, très bien en tous les cas au cirque Pinder. Et c'est vrai que si tous les 3 mois je laisse les mâles et les femelles ensemble, eh ben je peux avoir des petits tous les 3 mois. Et c'est-à-dire combien environ? Une portée à chaque fois, c'est minimum 2 et maximum 5. Donc, à 25 combien? Alors combien vous avez de lions et de tigres? J'ai actuellement 25 tigres et 10 lions. Donc vous voyez, en fait, le calcul, je veux dire, ça va vite. Après, c'est moi qui arrête, qui dis stop. Et qu'est-ce que vous en faites alors? Alors, je les garde et ça me permet donc par la suite de recréer le numéro, de remonter de nouveaux numéros avec de jeunes bêtes. Alors, tout doucement, après, je veux dire, tous ces tigres et tous ces lions, vous allez me dire, qu'est-ce que vous allez en faire? Et oui. Et ben, ils vont aller donc dans le futur Pinderland, où là-bas, ils auront leur 130 hectares. Tout est pensé surtout. Mais encore une fois, quand on aime les bêtes, on pense à tout. Alors, vous avez de la chance d'avoir un père qui soit un homme d'affaires finalement. Qui nous a transmis aussi ce virus du cirque, puisque papa est un homme d'affaires, mais il a surtout la passion du cirque. Donc c'est lui vraiment qui nous a transmis cet amour pour ce métier. Alors comment vous faites lorsque vous voulez partir en vacances? On ne part pas. Parce qu'on a des enfants un peu encombrants. Disons qu'on est un petit peu prisonnier, mais quand on les aime, et je veux dire, on le savait dès le départ. Je savais que ce n'était pas des petits chiens ni des petits chats que je pouvais emmener avec moi de partout en vacances. Donc pour l'instant, on ne part pas en vacances. Donc c'est pour ça que je suis toujours avec eux. Depuis combien de temps maintenant? Ça va faire presque 10 ans. Donc c'est long, non? Oui, mais c'est une passion. Vous ne rêvez pas à un moment donné aussi de grands espaces? Bien sûr, bien sûr. S'il y a quelqu'un qui veut bien m'emmener aux Seychelles, puisque c'est mon rêve de partir aux Seychelles, et que je peux emmener mes éléphants avec moi, alors là, je pars tout de suite. Mais c'est sûr que moi, si je pars en vacances, de vous à moi, je vais m'ennuyer. On va être malheureux. Puis je vais être anxieux et soucieux. Parce que mes bêtes toutes seules, non. Je veux dire, c'est impensable. Je veux dire, non. Maintenant c'est le moment crucial puisque je vais sur la piste avec les gros chats. Donc transformation. Monsieur Fredo, s'il vous plaît, vous pouvez venir 2 secondes nous aider à mettre le costume. Ma costumière, Frédéric Colneau qui n'est autre que de Monsieur Boyard. Vous recherchez quand même à faire des numéros spectaculaires. Bien sûr. Je veux dire, on ne fait rien ce qui est contre nature. Vous savez, quand vous observez ces animaux, je veux dire, en ce qui concerne les éléphants, dans leur milieu naturel, le fait qu'il y en ait une qui se couche, que l'autre va lui monter dessus, je veux dire, ça, elles le font quand elles s'amusent, quand elles sont comme ça, là, dans la boue, elles le font. Donc, je veux dire, on le perfectionne, on est le professeur, donc on le perfectionne un petit peu, mais je veux dire, je ne fais rien qui est contre nature. Et en aucun cas, on chercherait à ridiculiser l'animal. Au contraire, on chercherait à le mettre en valeur, plutôt. Je veux dire, au contraire, à montrer ce qu'il est capable de faire. C'est eux les stars, c'est eux les vedettes, c'est eux les vedettes, c'est eux les artistes. Et je veux dire, nous, on n'est que les impresarios des artistes. Voilà. Chaque exercice est lié à un geste. Si on veut demander à un dauphin de sauter, on va lui faire un geste. Il va sauter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à la fin de cet exercice, nous allons siffler avec un sifflet ultrason. Ça va toujours donner la fin d'un exercice ou d'un jeu. Il y a 2 formules de récompense. Il y a la récompense alimentaire. On va donner du poisson en spectacle. Et il y a une récompense câlin, caresse et encouragement. C'est aussi très important. Merci de votre visite, passez une excellente journée sur le parc Astérix. Si vous avez quelques questions à poser, les soigneurs de ça se feront un plaisir. C'est avant tout un animal sauvage qui vit en groupe, qui vit en tribu, ils ont leurs normes de hiérarchie, de respect. Mon dauphin préféré, entre grands guillemets, celui avec qui j'ai développé le plus de relations, c'est avec Guama, justement, le mâle dominé. Guama, d'un seul coup, s'est trouvé un peu perturbé au niveau du groupe. Mais moi, il m'a beaucoup intéressé parce qu'il a d'un seul coup été demandeur
d'autres choses que la relation avec un ballon, avec des moments où il y avait du réconfort, des moments où il y avait entre guillemets des discussions, où il avait besoin uniquement d'avoir sa tête sur l'épaule et de faire des câlins. Quand je vais pas bien et que j'ai pas la pêche, c'est la même chose. Je vais vers le dauphin en lui racontant tous les malheurs du monde. Le dauphin va prendre ça puisqu'il d'un seul coup il va venir sur mon épaule, il va rester 3-4 secondes, puis d'un seul coup il va faire le fou en disant bon, ça voudra dire en tout cas pour moi, allez, et la pêche c'est pas grave. Mais il y a eu des moments très particuliers de ma vie avec des décès où j'avais pas besoin forcément d'expliquer les choses, en tout cas d'en parler. Et lui, enfin en tout cas Guama et le reste du groupe des animaux, a tout de suite senti ça. Et je sais que c'était le meilleur compagnon que je pouvais avoir, quoi. Un de mes grands plaisirs, c'est d'ouvrir les volets le matin moi-même. Parce que les gigots vont réveiller. C'est eux qui chantent les premiers. Quand le soleil arrive, ils montent en haut des arbres pour saluer le soleil. Alors ça me réveille. Et ensuite, découvrir le jardin, le château, les faire pénétrer la lumière dans le château, préparer le bateau pour une nouvelle journée. Je suis né ici. Les parents vendaient du capital chaque année pour entretenir les 2 châteaux familiaux. Je me suis dit que ça ne pouvait pas durer, on était 4 enfants en plus. Et alors je me suis dit, il faut faire quelque chose. J'ai fait un petit parc zoologique en 66. Puis je me suis dit, c'est idiot de dépenser autant d'argent à faire du béton, des cages, et puis d'en dépenser encore beaucoup plus pour cacher les erreurs que j'avais faites, pour donner aux animaux un espace ridicule. Et c'est là où j'ai imaginé de les mettre en semi-liberté. Et j'étais le premier à mettre les animaux en semi-liberté, en mélangeant les espèces. Et ça a été la réserve africaine de Thoiry, faite contre l'avis de la plupart des zoologistes de l'époque. C'était une petite révolution dans le monde animal. Ça a marché. Ah, ça c'est la minute de bonheur. On peut entendre le rugissement des lions. À certaines périodes en hiver, on peut entendre le chant des loups. Et ça c'est très beau, le chant des loups. On va chez les lions. Alors, il faut faire attention parce que je fais des choses qui ne sont pas très permises. J'ai quitté la route, j'ai ouvert ma fenêtre, on est sur leur territoire. Et tant que la voiture est perçue. Excusez-moi, mais ils ont quelquefois la fâcheuse tendance de donner un coup de dent dans le pneu. Ça reste toujours un fauve qui chasse pour jouer. Et non pas seulement pour se nourrir. Et chaque fois que quelqu'un est descendu de voiture, et là c'est arrivé 2 fois, mais il y a eu 2 morts. Alors qu'est-ce qui nous fascine dans le regard du lion, quand on le regarde au fond des yeux? C'est le regard de tous les félins, c'est celui du chat aussi. C'est qu'ils ont la pupille de l'œil qui est dilatée. Or chez l'homme c'est un signal sexuel. Et inconsciemment nous le percevons, ce signal sexuel. Et c'est pour ça que le regard des félins nous fascine. Le soleil se couche, c'est l'heure où les animaux vont rentrer, du moins ceux qu'on rentre. Et les éléphants, on les rentre tous les soirs parce que c'est leur dîner qui les attend. Le dîner, c'est plus de 100 kilos de nourriture. Alors, les éléphants m'impressionnent à la fois beaucoup, puisque de toute manière, c'est un animal que j'ai toujours aimé. Alors, les voir leur dire bonsoir le soir est un grand plaisir. Ils arrivent à la maison des lions, ils vont passer la nuit. Et il va y avoir le steak tartare. 5-6 kilos par lion. Et c'est en général
spectacle qui pour certains leur coupe l'appétit, mais pas pour moi. Ce qui est impressionnant, c'est de l'agressivité à l'état pur. Il n'y a aucune retenue. Nous, quand on est en colère, quelque part, on se regarde en colère, on se retient, à moins d'être fou. Pas les lions. Et là, on voit vraiment la puissance de ces animaux et la force de l'instinct et du comportement animal. En 1971, nous avons eu près de 100 bébés lions en un an, ici à Thoiry. Alors je les avais renvoyés en Afrique à l'époque dans toute une opération dans des parcs nationaux et j'avais décidé d'avoir une politique des naissances désormais parce que c'est pas tout d'avoir des enfants, il faut pouvoir les élever. Vous avez vu la rapidité? Ça va. Bon, je vais le laisser tranquille, le pauvre, c'est pas la peine de l'énerver pour rien. 30 ans qu'existe maintenant la réserve africaine de Thoiry. Oui. Vous avez été l'un des premiers ou le tout premier finalement à ouvrir un parc réserve africaine qui soit autour d'un château. Oui. Qui fasse vivre un château. Les Anglais avaient mis des lions, le marquis de Basse à Longleat. Donc j'étais le deuxième pour les lions, avec une technique complètement différente, parce que j'aime pas les grillages. J'ai horreur, point de vue esthétique, c'est le jardin qui compte en premier. Mais ça, les jardins, c'est le domaine de mon épouse. C'est elle qui a retransformé, restauré les jardins de Thoiry. Lorsque vous vous êtes rencontrés, donc vous êtes américaine. Oui. Vous étiez mannequin. Très américaine. Vous en avez conservé l'accent. Et vous étiez mannequin. Vous viviez plutôt dans les villes, une vie de citadine. Entre Paris, Londres et j'en passe, oui. Est-ce que ça vous a fasciné lorsque vous avez rencontré le vicomte? Quand je l'ai rencontré, je ne le connaissais absolument pas, ni qui il était, ni rien. J'étais emmenée à une fête avec tous mes amis, copains, copines, et on a parlé à peu près 10 minutes. Et quand il voyait que mes amis m'embarquaient pour dîner, et il a compris que c'était là ou jamais. Et donc, il m'a filé sa carte en disant « Mademoiselle, prenez ma carte. Et la prochaine fois que vous êtes à Paris, téléphonez-moi et venez voir mes lions. » Alors, vous l'avez cru? Je dis « Bon. » Non, elle ne m'a pas cru. C'est très rare qu'un homme vous invite à visiter ses lions. Ça changeait quand même. Il y en a qui ont des stands japonaises, moi j'avais des lions. Alors, c'est lui qui vous a fasciné ou c'est la demande de visite des lions qui vous a Je trouvais intrigué? c'était amusant. Je trouvais c'était amusant et en plus mon copain Baudouin, ça m'a dit autre chose. Il dit écoutez ma chérie, fais voir la carte. Alors je montre, tu peux y aller, il a vraiment des lions. Et c'était faire la conversation. Alors j'ai décidé que c'était pas banal. Pour vous dire qu'il Elle était habillée de cuir noir avec revers rouge et elle avait comme ceinture très adaptée au lieu un éléphant argenté avec des grandes oreilles et une longue trompe, ce qui était assez moins classique. De quoi effrayer quand même tous les animaux aux alentours. Et non, c'est surtout ça. Il est resté calme comme du monde. Je crois que ça l'a impressionné. Dans la famille, on a envoyé mon jeune frère pour savoir qui j'avais invité. J'ai dit juste une amie, puis vous voyez, 30 ans après. Paul de la Panouse, on vous appelle souvent vicomte? C'est le titre que je porte, mais c'est mon prénom par lequel on m'appelle, parce que c'est ce qui me personnalise le plus. Les personnes qui travaillent ici, à Thoiry, avec vous, dans le cadre du château, du travail ici, l'utilisation du titre fait partie, je dirais, du jeu théâtral, de mise en valeur d'une tradition historique. Non, c'est un théâtre de la nature. Mon métier, c'est d'être éleveur de la faune sauvage. Donc, j'ai essayé d'apprendre le métier d'éleveur et m'appuyer sur ceux qui savaient. Et metteur en scène de parc. Voilà les deux volets de mon métier. C'est joli d'ailleurs. Ici, il y a environ 1000 animaux. Dans le parc. Oui. Est-ce que vous êtes plus proche d'un animal que d'un autre? Ou finalement, vous êtes assez éloigné d'eux? Moins on intervient, plus grande est la réussite. Je veux dire, le travail du dompteur, c'est le travail de l'homme face à l'animal qui est fantastique, qui est fascinant à regarder. Ça, c'est le monde du cirque, qui a ses règles, qui a ses beautés, qui est un autre art que le nôtre. Et nous
moins on intervient, plus grande est la réussite. Donc le métier de soigneur à Thoiry, c'est de laisser les animaux s'exprimer le plus possible et de les imprégner le moins possible. Comment vous est venue l'idée d'ouvrir cette réserve africaine? C'était par passion de la vie sauvage ou pour simplement à gagner un peu d'argent, comme vous le disiez, entretenir le château? C'était pour attirer les enfants. Et avec les enfants, on a plus de visiteurs, parce que les enfants des parents. Alors, nos enfants sont nés ici, mais je veux dire, c'est... pendant longtemps, notre fille, ici, c'était un peu l'usine. On est tout le temps à recevoir plein de monde avec beaucoup de plaisir, mais notre fille trouvait que... Alors, elle a fait ses études, elle a demandé de faire ses études en Angleterre, où il y avait sa meilleure amie. Partir. Et on croyait qu'elle ne reviendrait jamais. Et... par chance, un jour, elle a commencé à faire de la recherche scientifique. Et un beau matin, elle s'est engagée, sans que je le sache d'ailleurs, comme soigneur saisonnière. Ici? Oui, ici. Sans vous le dire. Non, la vétérinaire à l'époque m'a dit, il faut que je vous prévienne, le poste de soigneur saisonnier, c'est votre fille qui l'a pris. Ah, j'ai dit oui. Alors, elle m'a dit que c'était pas la peine de vous le dire, que comme elle avait une licence de biologie, entre autres diplômes, c'était largement justifié, ça justifiait largement qu'elle puisse le faire. Je dis, mais je vous remercie quand même de m'avoir prévenu. Puis elle a été reçue à Jersey au Wildlife Trust, qui est un training très, très fermé de management de parc national ou de parc zoologique. Et j'ai dit, mais comment ça se fait qu'ils t'ont accepté, surtout qu'ils prennent qu'un Européen par section? Ah, elle m'a dit, ça ne te fera pas plaisir, j'ai fait un rapport, mais ça ne fera peut-être pas plaisir. Je dis, donne-le-moi. Alors j'ai lu, et en fait, ce qui était très gentiment dit, mais c'est... il faut que vous m'acceptiez parce qu'il faut que vous m'aidiez à faire évoluer les parcs de mon père qui manquent de qualité pédagogique et de qualité en recherche scientifique qui pourraient faire mieux. Alors, j'ai pris acte. Jersey a pris acte. Et maintenant, elle a pris la direction zoologique du domaine, donc notamment de Pau dans l'Ardèche. Et alors, est-ce qu'elle a fait évoluer? Et elle fait évoluer. Complètement. Je ne suis plus contesté comme père depuis 6 ans, mais je le suis comme patron depuis 2 ans et ravi de l'être. Donc pour vous, il est important, voire essentiel, qu'il existe des parcs animaliers, que ça se développe? À condition que là aussi... Quel qu'il soit? Non, qu'ils aient, que ça soit du bon théâtre. Que ça soit du bon théâtre. Et surtout que les animaux, l'animal n'a qu'un rôle, celui de son comportement. Donc c'est à nous de lui donner un environnement qui lui permet d'exprimer le maximum de son comportement et de ne pas prétendre qu'on se substitue à la nature. D'où viennent les animaux qui sont ici? Originellement, certains venaient des pays d'Afrique et autres. Mais enfin, depuis 20 ans, tous les animaux viennent d'autres parcs zoologiques. Et on travaille en totale collaboration entre les grands parcs zoologiques et on s'échange les animaux. C'est les programmes européens d'élevage. Ah oui. On se les met en dépôt. Parfois pour pouvoir, oui, pour simplement la reproduction. Oui, non, mais puisque la reproduction, c'est... Mais ils appartiennent à personne, ils appartiennent au programme. Ah, oui. Et c'est aussi, le zoo de Paris, c'est aussi vrai pour le zoo de Paris que pour Thoiry, que pour le parc de Pau, que pour la Palmyre, enfin, pour tous les parcs existants en France. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de culpabilité à posséder des animaux, puisqu'il y a le programme de conservation de la nature et des animaux. Je ne me suis jamais senti très coupable, parce que la question est en fait de quelle fonction on fait, quel rôle jouent les animaux. La nature aime bien les compromis, les choix, les bons compromis. Elle a horreur des intégrismes. Jean-Jacques, tu peux préparer un peu de pommes carottes là, pour attirer les daims quand on arrive. Oh bah là on essaie d'en avoir 5-6 trucs. Yo. Là c'est pire. Ouais, donc aujourd'hui à Thoiry, on va faire une petite opération de capture de daims. Le but, c'est de les enlever de ce parc. Ce parc va devenir une extension de la réserve africaine. Donc, elle va accueillir des espèces qui viennent d'Afrique, des Sitatunga et des blessbox, des espèces d'antilopes africaines. Je suis Aline, vétérinaire, depuis peu embauchée à Thoiry. Aujourd'hui, on m'a annoncé la naissance d'un petit zèbre. Ça, c'est un petit zèbre qui, en fait,
pas eu de mère et on a été obligé de l'élever à la main. Donc maintenant il est imprégné, c'est-à-dire qu'il assimile les hommes à ses parents. Il en devient plutôt dangereux puisqu'il a aucune peur de l'homme et qu'il cherche absolument le contact. Moi j'étais obligé de le biberonner dès le départ, quoi. Je m'en suis occupé, puis il s'en est sorti, plus ou moins, mais maintenant il va falloir réussir à réintégrer dans son milieu. Comme ça va être une autre paire de manches, quoi. On va essayer, quoi. Bon, c'est à lui de se forcer, de se pousser à nous quitter, quoi. Il est partagé entre deux mondes, le monde des humains et des zèbres, et il n'arrive pas à se placer en fin de compte, à trouver sa place entre nous ou les zèbres, donc mais il va bien falloir qu'il fasse sa place. Ça c'est une réalité, donc c'est à lui de faire son bout de chemin et de s'en sortir maintenant. Allez, on y va. Allez, dépêche-toi, allez, plus vite que ça, allez, plus vite que ça, allez, tu connais la sortie maintenant. Hein. Une bonne période, donc maintenant c'est à lui de faire son chemin. Je suis peut-être très pessimiste, mais je pense que ce malheureux petit zèbre risque énormément dans la réserve. Il va probablement se prendre des coups. Et puis il va pas être forcément heureux parce que ça se voit bien, il se sent rejeté. Il va se sentir rejeté de toutes parts parce que nous on est obligés de le rejeter et les siens vont le rejeter aussi parce qu'ils le connaissent pas. Parfois, il faut mieux qu'ils ne vivent pas plutôt qu'ils meurent rejetés par tout le monde. Marie-Claude Bomsel, c'est difficile de déshabituer l'animal de l'homme, de désimprégner, comme on vient de le voir avec cette jeune vétérinaire de Thoiry, c'est-à-dire d'empêcher l'animal de revenir vers soi pour essayer de le réhabituer. C'est douloureux parce que c'est quand même un peu notre enfant, qu'on veut le rendre à la vie sauvage parce que c'est notre désir profond et que c'est en plus un échec quelque part, et pour l'animal et pour nous, et qu'il n'y a pas beaucoup de solutions et qu'on sait qu'il a besoin de retourner à cette espèce parce que nous ne pourrons rien lui apporter. 30 ans que vous êtes vétérinaire, vous êtes 30 ans, enfin pas tout à fait. Bientôt, allez. on dit de vous maintenant presque Madame Télévision. Ça aussi, pas tout à fait non plus. Mais vous intervenez beaucoup comme vétérinaire sur les chaînes françaises, on fait souvent appel à vous. Et depuis une dizaine d'années, bientôt, vous êtes vétérinaire donc au Jardin des Plantes à Paris. Oui, c'est le plus vieux zoo d'Europe et même du monde en état, conservé en état. Et à cette époque, elle était créée à partir de la ménagerie royale. Et pour montrer au public ce qu'était l'animal sauvage, c'était vraiment extraordinaire. Il y a eu la girafe qui a mis en 1826, qui a traversé tout Paris, enfin toute la France, et qui est arrivée à Paris pour être présentée à Charles X. C'était extraordinaire. Maintenant, c'est un devoir des parcs zoologiques de rendre à la nature ce qu'ils ont peut-être pris un peu avec excès autrefois. Mais ils se dirigent maintenant vers la conservation et pour nous, au muséum, vers une recherche réelle en génétique, en physiologie et en comportement que donc, pareil, on rend à la nature. C'est une banque de données pour le futur. La relation à l'animal est toujours facile, parfois difficile et le plus souvent difficile. Un médecin qui commence à aimer son patient, c'est dangereux. D'abord parce que vous essayez d'arranger, vous vous dites c'est pas exactement comme ça, je vais arranger l'affaire, vous êtes beaucoup moins bon praticien. Et en plus parce que c'est quand même le rêve qui nous a tous poussés là, tous les gens d'animaux, c'est-à-dire vraiment prendre l'animal dans les bras, l'embrasser, on rêve de ça. Bon, donc moi je l'ai fait, je l'interdis. Tout le monde s'en défend, bien sûr qu'on s'en tous défend. les vétérinaires. Bon. On sent d'ailleurs que c'est un discours que tout le monde a appris. Ça reste un discours quand même, c'est difficile. Reste un discours, oui, ça reste un discours. Des pulsions. Ça peut être utile quand même. Moi, j'ai eu la chance avec mes orang-outans, puisque je suis donc aujourd'hui effectivement déjà une parmi les anciennes, j'ai eu ma nénette, ma fameuse nénette, dans les bras très longtemps. Elle est arrivée là de la nature, c'était l'époque où on les amenait. Je l'ai portée, embrassée, c'est un bonheur exquis. Vous pouvez pas imaginer, c'est mieux qu'un enfant, parce que ça se porte, ça se colle à vous, c'est vraiment extraordinaire. Allez. Doucement. Allez, on y va. Regarde, je t'avais dit que c'est pas la meilleure, c'est mieux. Ouais, vous ne donnez pas ça. Tu nous regardes. Délicieux. Hein? Oh, tant pis, maintenant on est partis tous les deux là. C'est bien, il est trop cool. Bon.
Mais les orang-outans sont des solitaires. Donc nous pouvons rester en relation étroite, enfin affective étroite, sans être toujours collés l'une à l'autre. Et elle vient, elle se déplace, elle me reconnaît intimement. Alors j'ai ce plaisir-là. Mais sinon, pour d'autres animaux, j'ai élevé des tigres, j'ai élevé des tas d'animaux, je les regrettais infiniment après, parce que je les voyais tourner comme on voit le zèbre ou quoi. Et là, on se dit, c'est stupide, quoi. C'est un échec. Et c'est d'autant plus douloureux qu'on a investi. Vous savez, c'est des heures et des heures de travail, c'est la nuit, c'est tout l'amour qu'on peut porter à un enfant qui brusquement, que vous abandonnez brutalement. Et puis c'est le côté Walt Disney, toutes ces choses qu'on a vues. Et aussi le petit ours en peluche que l'on a tous étant enfants. Tout cela, plus moi, donc je suis la génération d'Actari, mais même dans les films, tout semble merveilleux. Et alors arrivera maintenant en plus le fait qu'on met ces animaux dans les médias. Beaucoup, là il y a une véritable confusion. Vous les voyez sur les pneus, les orang-outans sont sur les pneus, les lions sont dans le chocolat. Et là, il va y avoir quelque chose de plus trouble, parce que nous avions encore l'idée de l'aspect sauvage, et maintenant les enfants font difficilement la différence, d'où d'ailleurs les difficultés qu'on a maintenant dans les zoos, qui font qu'on a plus de risques, parce que les gens craignent moins l'animal. Nous, on avait la joie d'être d'Actari, d'être tout ça, mais certains jours, je me disais, moi j'ai arrêté un jour, où je m'étais fait mordre donc par un de mes chéris, et en plus je me suis dit, mais je fais quoi là? Je fais quoi? Ça sert à quoi de mettre cet animal pour le mettre dans une cage pour qu'il devienne moitié fou, et que le public rit? Vous savez, autre problème aussi pour les gens de zoo, par exemple les singes, nous savons interpréter leurs grimaces et ce genre de choses. Le public ne sait pas, c'est pas de sa faute, on ne lui indique pas. Et de voir rire certaines personnes sur mes animaux, ça me faisait souffrir. Je me disais, mais c'est ridicule, pourquoi il rit? Bon, le singe, quand il fait ça, il est menaçant. Bon, à partir du moment où le public fait ça, il le menace de nouveau. Et à ce moment-là, il y avait une espèce de folie qui prenait et le public qui criait et l'animal, et ça me faisait souffrir. Et c'est tout cela, parce que c'est notre regard. Quand il souffre, ou même en général, bon, Nénette et moi, on a une vraie complicité, mais je sais, moi, de loin, quand elle m'a repéré, genre de choses. Mais s'il souffre psychologiquement, j'entends, vous le voyez, oui, les grands singes, et ça, c'est douloureux. Votre animal fétiche, alors on l'a compris, quand même, l'orang-outan, c'est important dans votre vie. Oui, c'est l'orang-outan, mais donc ce miroir me gêne. Moi, sinon, j'aime ce qui est rond. J'aime toutes les choses qui sont rondes. Un peu les ours, mais j'en ai élevé un, je sais à quel point c'est irascible et surtout très solitaire. Donc j'ai compris que je les ennuyais. J'aime les cabiais. Bon, alors, vous allez me dire... C'est les plus gros cochons d'Inde du monde. C'est un cochon d'Inde de 60 kilos. Alors imaginez, c'est vraiment franchement rond. Ça se baigne, c'est assez drôle d'ailleurs comme bête. Et surtout, là on ne peut pas, comme vous le racontez. Voilà, et on ne peut pas avoir en plus de vrais rapports. En ce sens que ça fait gronf à peu près comme chose. Ça vous pose dessus pour le moment avec des bruits épouvantables. C'est un côté un peu dessin animé, vous voyez. Et puis en plus, je trouve que les rongeurs, moi ça ne me pose pas problème. Ça ronge pour ronger les dents. Et pendant ce temps-là, ça dure à peu près 20 heures par 20 sur 24, ce genre de phénomène, et pendant ce temps-là, ça ne réfléchit pas. Car je crois que c'est là notre problème à nous, les humains, on réfléchit trop. Donc les rongeurs, je suis tranquille avec eux. D'où vous vient, vous, cette passion de la nature et des animaux? J'ai été élevée d'une façon un peu spéciale, c'est-à-dire que mes parents, enfin surtout ma mère, étaient très écologistes avant l'heure, c'est-à-dire qu'elle voulait absolument que elle pratiquait ce qu'elle appelait la sélection naturelle. Nous étions trois. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est un mot terrible. C'était excessif, mais enfin, elle nous a élevés beaucoup dans les bois. On restait, mais alors le écolo traditionnel, c'est-à-dire que nous dormions sous des tentes, nous étions nus la moitié du temps, on faisait du feu de bois, on chantait des chansons à la gloire de la nature, et donc moi j'ai eu très peur de la nature. Et c'est certainement de là que me vient le goût des animaux, c'est-à-dire que moi ça me rassurait. Ça me rassurait de ramasser toutes sortes de bêtes, même des insectes et des choses comme ça, ça me faisait une vie à moi. Je leur racontais des histoires, bon là aussi j'ai appris, ils ne me répondaient pas, mais à cette époque je trouvais qu'ils me répondaient. Donc ça me rassurait tout le temps. Quel est l'animal qui est le plus applaudi, le plus regardé par le public des zoos, vous le savez? Ils aiment les animaux bizarres, c'est-à-dire les animaux noirs, jaguar noir, le tigre blanc, les animaux que nous appelons, nous, très vilainement, des phénomènes de foire, qui ne sont pas intéressants pour la conservation, mais que le public aime comme différents. Ou parce qu'ils portent des légendes, donc l'animal noir, les grands singes, parce que donc ils ne les comprennent pas et qu'ils peuvent grimacer, et ce côté miroir un peu troublant. Vous savez, les grands singes, on aime ou on déteste. C'est rare qu'on soit neutre, parce que ça vous met mal à l'aise, parce que c'est troublant. Les crocodiles, parce que ça fait peur, parce que c'est la légende, et ce qui est gros, les hippopotames, les éléphants, les girafes, ce qui est grand et gros, là où on est dépassé. Le parc animalier de demain, du futur,
C'est difficile. C'est comment? C'est certainement pas la ménagerie, bien qu'elle ait sa part en tant qu'histoire. C'est possiblement, bon, si vous prenez, là on a 3 sortes, le cœur de la ville 1793, la ménagerie, Vincennes 1930, Thoiry 1970, enfin dans les années 70, c'est toute la progression qu'on voit, le passage de l'un à l'autre. Ils sont complémentaires, mais le zoo de l'an 2000, ce sera des espèces très particulières, choisies de moins en moins, pas forcément aussi spectaculaires que le souhaite le public, et là ce sera difficile pour certains zoos qui vont se spécialiser, c'est-à-dire des zoos thématiques. Ça, ce sera les grands parcs zoologiques du futur. Et puis d'autres parcs qu'il faut accepter, moi je ne suis pas du tout contre, pour le grand public. Ou alors peut-être on ramènera l'aspect Walt Disney qui nous plaisait tant, et qui quand même est nécessaire aussi. On a bien conscience qu'il y a une partie du grand public qui a le droit à ce bonheur qu'on a eu quand même. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.